Bonjour, bonjour. Bonjour Roxane. Bonjour Valérie. Mhm. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous nous entendez bien. D'ailleurs, n'hésitez pas, bonjour Étienne. N'hésitez pas, effectivement, vous avez le chat, je pense que vous avez l'habitude, en bas à droite, voilà, vous pouvez nous dire bonjour déjà. Et puis, s'il y a la moindre question, on a effectivement une demi-heure ensemble, Roxane, aujourd'hui, sur Tout à ce fait. sujet, voilà, éminemment critique du juridique. L'idée, c'est pendant cette demi-heure, on va en fait dérouler, Roxane va nous présenter les 10 règles juridiques à connaître pour sécuriser ses ventes. Effectivement, les 10 points clés, s'il fallait en avoir que 10, je dirais. Ça va faire une belle demi-heure, je pense déjà, avec toute cette matière, effectivement. N'hésitez pas si vous avez par contre des questions, des éléments ou des remarques, quoi que ce soit, effectivement, pour rendre aussi un peu interactif, hein. On va regarder avec Roxane. Vous pouvez l'écrire directement dans le chat. On va jeter un œil. Et puis, on a surtout Eva, effectivement, qui est la responsable juridique chez MyNotary, qui est présente avec nous. Alors, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Elle est dans le chat. Donc, pareil, s'il y a des questions ou autres, elle sera sûrement amenée à pouvoir aussi vous répondre en direct. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer. On a une belle demi-heure. Allons-y. J'espère que tout le monde est prêt. Voilà, Eva vous dit bonjour. Comme ça, vous pouvez la reconnaître. Elle est là pour vous s'il y a quoi que ce soit. Et puis, on va attaquer ensemble, je pense, Roxane, sur ce fameux sujet du juridique. Avec grand plaisir. Pourquoi j'avais envie aussi, et donc merci effectivement d'être avec nous aujourd'hui et de le faire ensemble, j'avais envie qu'on puisse parler, faire un focus en fait sur cet aspect juridique, parce que je pense que vous le savez tous, hein, finalement c'est vous qui le vivez au quotidien, mais nos clients, nos utilisateurs nous le disent. En tant qu'agent immobilier, vous avez finalement aujourd'hui de plus en plus de choses différentes à faire. On vous demande presque d'être expert de tout, je dirais. Donc quand vous rentrez un bien, il faut le mettre en avant, bien le marketer, faire des beaux visuels, des bons textes, des bonnes descriptions, tout en étant suffisamment précis, mais aussi en rendant voilà, le bien assez sexy, etc. Donc, vous avez tout ce travail de marketing, d'analyser vos sources, de faire du marketing automation, d'automatiser vos bases, etc. Et puis après aussi, il y a tout cet aspect juridique. Et bien sûr, votre métier qui est quand même de conseiller, d'accompagner finalement des acquéreurs et des vendeurs, que ce soit pour une résidence principale, secondaire ou de l'investissement, c'est quand même des moments importants, stressants toujours, hein, les stats le disent, je crois que c'est juste le moment le plus stressant après le mariage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est des moments importants et vous avez ce rôle d'accompagnement. Pour avoir assez de temps, et ça c'est le motto je dirais de ce Bright, c'est dédier du temps à vos clients. Pour ça, vous devez vous libérer, vous appuyer des bons partenaires ou sur les bons outils pour gérer le reste. Donc voilà, donc c'est pour ça que toutes ces choses-là, je voulais que Roxane nous fasse un petit récap des 10 points clés sur l'aspect juridique, ce que vous devez savoir et comment vous pouvez le mettre en œuvre effectivement pour sécuriser vos ventes. On va rentrer rapidement, je pense, dans le vif du sujet. Roxane, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, comme Valérie, tu le dis, en tant qu'agent immobilier, on vous demande d'être un peu expert de tout, et notamment expert du juridique. Vous vendez des biens, mais vous avez dû vraiment border à chaque fois le dossier juridique avant ça. Et la loi, elle est de plus en plus complexe. Actuellement, on a, je crois, plus de 318 000 textes de loi. Donc, c'est important d'être vraiment accompagné avec des outils qui vous guident pour rédiger vos contrats et que vous ne puissiez pas faire d'erreurs et que toutes vos ventes puissent aller jusqu'au bout. Et justement, nous, le but de MyNotary, c'est de vous guider vraiment dans la rédaction de vos contrats pour vous faire gagner en temps et en sérénité. Donc, je vous présente juste très brièvement. Hop, ça sur MyNotary. MyNotary, en quelques mots, c'est une bibliothèque de contrats complète. On a plus de 350 trames, donc ça regroupe à peu près toutes les trames possibles, avec un système de questions-réponses qui est intuitif et qui permet vraiment de rédiger le contrat intelligemment. C'est aussi une assistance juridique opérée par des diplômés notaires pour répondre à toutes vos questions toute la semaine. C'est une plateforme collaborative qui permet de travailler vraiment à la fois avec les notaires, avec les clients et entre agents pour vraiment gagner du temps sur la vente. Et c'est aussi une plateforme qui s'appuie sur les dernières technologies pour récupérer un maximum d'informations, que ce soit de vos outils métiers, de CRM comme c'est Bright, et de sites du gouvernement, du cadastre, pour vraiment vous permettre de faire le moins aucune erreur et de gagner vraiment en efficacité.
Donc voilà un peu pour My Notary. Et l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu les principales règles à connaître, donc les Mm. fondamentaux. Mais après, on est là pour tout le reste, pour vous accompagner. Super. Donc vraiment, je pense que ça correspond bien à Soubrag. Donc c'est pour ça on travaille très bien ensemble. On a pas mal de clients communs, effectivement, et nos outils se parlent. Mais vous avez aussi cette approche, en fait, d'avoir la bonne technologie, le bon outil, en fait, au service des agents, mais aussi le bon service. Finalement, les deux vont ensemble. Il faut de l'humain et de la tech, on va dire, pour bien accompagner et permettre aux agents de se concentrer sur leur métier et de faire leur métier. Comme je le disais, chez Soubright, c'est un petit peu la même philosophie. On veut vous permettre de vous concentrer sur votre métier, sur votre valeur ajoutée, qui est ce que personne ne pourra jamais faire et qu'on ne pourra jamais automatiser. Clairement, d'accompagner, de conseiller, d'être aussi l'arbitre parfois entre l'acquéreur et le vendeur, etc. Enfin, tout ce rôle, en fait, vraiment d'accompagner une vente. Et parfois même, certains de mes clients me disent être un peu le psy, finalement aussi, de ses propres clients. Voilà, tout ça, c'est l'humain, c'est le plus important et c'est vraiment votre cœur de métier. Par contre, vous avez besoin de vous entourer pour pas effectivement devoir réinventer la roue ou tout rédiger à la main ou saisir et double saisir plein de choses. Et là, c'est le choix des bons outils. Pour Swimride, du coup, la manière dont on le fait, nous, c'est on n'a pas réinventé, par exemple, le sujet du juridique. Nos clients utilisent MyNotary ou d'autres logiciels, mais qu'on va connecter pour ne pas avoir à saisir deux fois l'information. Vous démarrez par exemple depuis la prospection, l'estimation jusqu'au mandat, et en fait vous pouvez ensuite directement générer et envoyer toutes les informations dans MyNotary par exemple. Donc cette approche-là, c'est d'être à la fois mobile first, ce qui fait qu'on gagne du temps, on est sur le terrain, on utilise tout de suite son outil et on rentre l'information en direct. Donc on rentre la donnée dès la première fois, on ne la met pas sur un bloc-notes pour avoir à ressaisir plein de fois, etc. Donc on gagne du temps sur le terrain en tant qu'agent immobilier. Et après, c'est grâce à cette architecture verte où on a différents partenaires et outils qui sont connectés, MyNotary ou d'autres, sur la partie estimation, je pense par exemple à un Priceable. En fait, on va pouvoir envoyer les informations vers les autres services que vous avez et donc vous évitez cette double saisie. Donc, vous avez tout de suite des estimations, le mandat, tout ça qui peut se générer automatiquement. Et vous pouvez même automatiser des scénarios. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe dans Swimrite, si vous passez d'un statut à un autre, de mandat à offre ou à compromis par exemple, ou sur vos prospects acquéreurs, vous pouvez faire des relances. Enfin, vous pouvez automatiser plein de scénarios de suivi, de relance, toutes ces tâches, tous ces messages, tous ces emails que vous refaites 15 fois, vous l'automatisez. Et du coup, vous pouvez vous concentrer encore une fois sur toute la valeur ajoutée que vous avez, qui est d'être face à votre client. Voilà. Donc, c'est vraiment la vision de Swimrite, mais en très rapide, parce que l'enjeu d'aujourd'hui, pour moi, c'était plutôt de dire quelles clés on peut vous donner sur l'aspect juridique, encore une fois, dans cet état d'esprit, de vous faire gagner du temps et de vous donner les bons fondamentaux pour vous concentrer sur votre rôle. Donc, on va pouvoir rentrer, je pense, dans le vif du sujet, hein, Roxane. On s'est donné, on s'est donné quelques petites informations à voir. Donc, on s'est donné une demi-heure, effectivement. Oui, j'ai vu passer, quelqu'un poser la question du replay. En effet, il y a un replay qui est envoyé automatiquement, ne vous inquiétez pas. Et s'il y a quelques questions, remarques ou commentaires, n'hésitez pas aussi à utiliser le chat. Alors, c'est parti, Roxane. Qu'est-ce qu'il faut savoir en premier, finalement, quand on rentre un bien? On signe direct un mandat, il y a des premiers sujets à vérifier. Alors, quand on débute un dossier, donc mettons, voilà, on prend un bien d'un vendeur, la première chose à vérifier, c'est l'identité des vendeurs. Ça peut paraître assez évident, mais une personne, pour pouvoir vendre un bien, doit être en capacité de le vendre. Donc, elle doit être majeure et saine d'esprit. Donc, ça peut être un peu délicat, mais en cas de doute sur la santé mentale, notamment du vendeur, en tant qu'agent immobilier, vous pouvez tout à fait demander à votre vendeur un certificat de son médecin attestant de sa bonne santé mentale. Ensuite, il y a surtout la partie un peu qui peut être parfois un peu compliquée, c'est qu'elle soit vraiment quel est le pouvoir de vendre. Donc, pour avoir le pouvoir de vendre, elle doit être soit le seul propriétaire du bien, soit avoir l'autorisation des autres propriétaires. Donc, dans ce cas-là, il y a plusieurs cas de figure qu'on va pouvoir voir, notamment par exemple le cas du couple marié. Donc, il conviendra de vérifier à qui appartient le bien, s'il appartient aux deux ou à un seul des deux époux. Et par exemple, s'il appartient à un seul des deux époux, mais que le bien en fait constitue le logement de famille, dans ce cas-là, le deuxième époux devra également donner son accord. Donc, ce qui n'est pas le cas notamment dans un PACS, mais pour un mariage, c'est le cas.
Ensuite, si on est en face d'un bien en indivision, donc là, en principe, tous les indivisaires doivent être d'accord et être présents pour les contrats, que ce soit le mandat, le compromis. Lorsqu'une société vend un bien, donc en tant qu'agent immobilier, il faudra bien vérifier sur les statuts sociaux de la société, sur le CABIS, qui est en capacité de vendre le bien. Et enfin, dans le cas d'un bien en démembrement de propriété, donc l'usufruitier et le nu propriétaire devront se mettre d'accord sur la vente du bien, sauf dans le cas où en fait c'est juste le statut qui est mis en vente. Donc par exemple, si le nu propriétaire souhaite vendre seul la nue propriété et ou que l'usufruitier souhaite vendre seul l'usufruit, c'est possible sans forcément l'accord des autres. Mais par contre, pour le bien l'immeuble en entier, là, il faudra bien avoir l'accord des deux. Donc là, c'est vraiment voilà, les premières vérifications à faire sur l'identité des vendeurs. Et ça, de toute façon, c'est absolument nécessaire parce que je voyais une ou deux remarques qui disaient oui, mais c'est un peu compliqué, effectivement, en phase où on est encore en phase un peu de séduction, puisqu'on explique comment on peut accompagner. Enfin, rentrer un mandat, c'est aussi voilà, contractualiser avec un client. Tous ces éléments-là, tu es obligé de les valider quand même en amont. Tu vois, si un mandat qui serait signé avec des gens ou qu'une partie des vendeurs, finalement, n'a aucune valeur, en fait, Non, de toute non, non, façon. non, c'est un mandat qui peut être tout à fait annulé, enfin, qui n'a pas de valeur parce qu'il n'y a pas cette. C'est pour ça que c'est une vérification qui est vraiment indispensable. Ouais. Ouais. Oui, donc, sinon, de toute façon, vous n'avez pas de bien à vendre finalement. Donc, effectivement, pas simple, encore une fois, tout est dans le relationnel, c'est la manière d'aborder les choses et d'obtenir les bons documents. Mais c'est vraiment la première étape. Okay. Donc, on a validé les vendeurs. Après, j'imagine, c'est le bien qui va nous intéresser. Oui, tout à fait. Donc là, on va avoir plusieurs vérifications, contrôles à faire sur le bien. Le premier qu'on va aborder là, c'est vraiment la vérification de la performance énergétique. Donc, en plus, c'est un sujet d'actualité depuis quelques années. Donc maintenant, tout acquéreur doit avoir en sa possession, au moment d'acheter un bien, le diagnostic énergétique du bien. Donc, à savoir que le DPE a une validité de 10 ans, mais que dans le cadre des nouveaux DPE, du coup, il faut savoir qu'un DPE réalisé avant le 31 décembre 2017 est aujourd'hui périmé et qu'un DPE réalisé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 n'est valable que jusqu'au 31 2024. Donc, il conviendra donc d'être vraiment vigilant par rapport à la date de validité du DPE. Et en plus, donc depuis, on avait parlé du coup lors d'un dernier webinaire, mais protéger d'autant plus les acquéreurs lors de l'achat d'un bien, il existe maintenant un audit énergétique à réaliser dans le cas d'un DPE F ou G, donc dans le cas d'une maison individuelle. Et c'est en fait une sorte de diagnostic qui permet d'estimer le montant des travaux à faire pour améliorer la performance énergétique du bien. Donc ça, c'est voilà, un diagnostic énergétique à fournir en plus dans certains cas. Et pour finir, le DPE a aussi une incidence assez importante dans le cas d'une location. Donc lorsque vous avez un acquéreur qui achète pour la location, c'est très important donc, de l'informer sur les réglementations dont on a pas mal entendu parler dernièrement, mais on va faire un petit rappel rapidement. Pour les logements classés G, on ne peut déjà plus réviser le loyer depuis août 2022. Si la consommation énergétique dépasse 450 kWh, le logement ne peut plus être soumis à la location et il y aura une interdiction totale de mise en location à compter du 1er janvier 2025. Donc ça arrive quand même assez rapidement. Pour les logements classés F, pareil, pas de possibilité de réviser le loyer et interdiction de le mettre en location à compter du 1er janvier 2028. Et enfin, donc là, c'est un peu plus tard, on a un petit peu plus le temps, mais quand même, pour les logements classés E, on aura une interdiction de mettre en location à partir du 1er janvier 2034. Et je rappelle aussi quand même, j'en profite pour dire que l'affichage du DPE est obligatoire sur toutes les annonces. Donc ça, voilà, pas oublier. Ouais, absolument. Ensuite, donc, obtenir avant de le mettre en publicité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, en vérifiant bien la bonne validité du DPE aussi, et cas échéant, le refaire faire. Si la vente porte sur un bien loué,
Donc là, il y a quelques précautions à prendre. Mhm. Il faut être vigilant parce que si un propriétaire vend son bien, un bien loué, donc soit il a deux possibilités, soit il décide de le vendre occupé, donc avec le locataire. Dans ce cas-là, il y a aucune formalité à faire. Donc là, ce sera juste un bail qui va être reconduit avec le nouveau propriétaire. En revanche, si le vendeur souhaite vendre son bien libre, là, il va falloir fournir au locataire un congé pour vendre bien en avance. Et les modalités seront différentes en fonction de la typologie de location. Si on est en présence d'un bail non meublé, donc là, le locataire va devoir recevoir le congé pour vendre 6 mois avant la fin du bail et il aura un droit de préemption, donc c'est-à-dire qu'il sera prioritaire s'il souhaite lui-même acquérir le bien. Alors que si le bail est consenti en meublé, dans ce cas-là, le congé pour vendre devra être reçu à minima 3 mois avant la fin du bail et le locataire ne bénéficiera pas d'un droit de préemption sur le bien. Donc, voilà, donc c'est un peu les choses à savoir. Et aussi une petite subtilité, si le vendeur avait acquis le bien déjà loué par ce même locataire, il devra enfin, il aura la possibilité de lui donner congé pour vendre uniquement 3 ans après, enfin, au bout de 3 ans. Donc ça, c'est une petite subtilité aussi à connaître sur ce sujet-là. Et enfin, une Absolument. dernière vérification à faire sur le bien pour vraiment bien border le dossier et vérifier que tout est en règle, c'est la vérification de la régularité des constructions ou des travaux sur le bien. Donc, en effet, si vous vous rendez compte qu'il y a des gros travaux, donc là, on parle vraiment quand même de travaux qui nécessitent des autorisations qui ont été réalisées dans le bien enfin, dans les 10 ans précédant la vente, enfin, l'agent immobilier a comme responsabilité de s'assurer que toutes les autorisations ont bien été obtenues. Donc, il y a plusieurs autorisations, donc notamment tout ce qui est autorisation d'urbanisme, donc, ça sera principalement des permis de construire ou déclaration préalable. On peut aussi avoir le permis d'aménager. Ça, c'est une première vérification vraiment à faire. Ensuite, si on est dans le cadre d'un bien en copropriété, vérifier que toutes les autorisations d'assemblée générale ont bien été obtenues et vérifier le PV d'AG justement qui indique cette autorisation. Et on a aussi, c'est assez récent, mais besoin de vérifier la DAACT, donc c'est la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Donc bien vérifier qu'elle a été rapportée dans le cas de gros travaux. Donc en fait, toutes ces vérifications, elles permettent vraiment de garantir à l'acquéreur que le Mhm. bien qu'il est en train d'acheter, il va pas faire l'objet en fait de contestation une fois, enfin en tout cas sur cette partie vraiment travaux. Donc c'est vraiment important aussi pour protéger l'acquéreur et pour pas avoir de soucis post-vente. Après, là, on parle effectivement des gros travaux assez fondamentaux et qui peuvent changer la structure. On ne parle pas de changer un parquet, j'imagine. Non, non, pas du tout. Mais voilà. C'est vraiment des gros travaux qui ont nécessité Ouais. des autorisations tierces. Des permis, autorisations. Donc, vérifier qu'elles ont été obtenues de manière régulière. Tout à fait, c'est OK. exactement ça. Du coup, avec tout ça, avec ces 4 premiers éléments, on a bien validé le vendeur, le bien. Effectivement, on a tout ce qu'il faut. On est prêt à signer. Il y a Alors, encore quelques petits éléments à on est vérifier. prêt à signer, mais du coup, on rédige le mandat. Il faut quand même bien être vigilant, Mais un euh, vrai mandat. vérifier que toutes les informations Ouais. essentielles au mandat Mm. sont bien dans le mandat. Donc, Très clair. la première chose, bon, ça va être l'identité des parties, le mandant, le mandataire. Pour le mandataire, bien indiquer toutes les informations qui permettent de le reconnaître, que ce soit la dénomination sociale, le numéro de carte professionnelle, numéro de police d'assurance, enfin vraiment un maximum d'informations. Ensuite, on a l'objet du mandat, donc de vendre, de louer. Pareil, bien indiquer le plus précisément possible l'objet du mandat. On a bien sûr la durée. Donc la durée, il n'y a pas d'obligation en termes de durée. On voit maintenant même des mandats très courts qui peuvent même être de 48 heures. Habituellement, on part souvent sur des mandats de 3 mois. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas d'obligation en termes de durée. Une obligation importante pour le coup, c'est le numéro d'inscription du mandat sur le registre des mandats. Donc, soit avec des outils où vous pouvez directement prendre le numéro directement depuis votre mandat. Mais il faut bien, voilà, bien tenir sur le registre des mandats.
Il y a aussi l'information sur les honoraires. Donc là, très important de bien indiquer le montant, le moment de versement et qui est le débiteur. Parce que ça sera, on le verra un peu après plus loin, mais c'est un élément très important de l'indiquer bien clairement dès le mandat. Et enfin, il y a aussi tout ce qui est modalité de reddition des comptes par l'agent immobilier. Donc, à savoir à quel moment l'agent immobilier va rendre des comptes sur les visites. Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, après chaque visite? Enfin, voilà, c'est important de mettre toutes ces informations-là. Et à savoir que tout manquement à ces informations, enfin vraiment, s'il manque certaines de ces clauses, le mandat peut vraiment être annulé. Et aussi, j'en profite pour rajouter une information importante. Tous les mandats doivent bien être contresignés, c'est-à-dire que le mandant va signer le mandat, mais il faut aussi que agent immobilier ou le représentant contresigne. Un mandat ne peut pas être juste signé par le vendeur. Très bien. Donc avec ça, on a effectivement un bon mandat et on peut attaquer la mise en publication, enfin en publicité, pardon, voire du coup les visites. C'est ça. Et avec C'est les ça fameux bons exactement. de visite, ouais, voilà, la grande question du bon de visite, est-ce qu'il faut y aller? Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ou est-ce qu'on fait visiter vite, 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 plutôt que se mettre encore un document juridique dans les pattes? C'est quoi votre recommandation là-dessus? Alors, le bon de visite, déjà pour un peu rappeler son rôle premier, ça serait de prouver un peu au vendeur qu'on a bien fait les visites, qu'on a tant de personnes qui ont visité le bien, qu'on effectue bien son travail. Mais finalement, son utilité, le bon de visite, elle joue principalement lorsque l'agent immobilier a conclu un mandat simple ou semi-exclusif et que du coup, il n'a pas forcément l'exclusivité de la vente. Et le cas assez courant, enfin, malheureusement assez courant, c'est qu'un acquéreur et un vendeur, finalement, évincent un peu l'agent immobilier pour traiter directement par eux-mêmes, alors que l'acquéreur a été présenté initialement par l'agent immobilier. Et du coup, finalement, le bon de visite signé, ça permet vraiment, en cas de litige, de prouver qu'il y a bien eu cette visite. Donc, ce n'est pas un document, je dirais, intangible, mais c'est quand même un élément de preuve qui est très important dans le cadre d'un litige. Donc, nous, on recommande vraiment de faire signer des bons de visite, et d'autant plus en ce moment parce que depuis le début de l'année, la loi impose de transmettre différents documents dès la première visite, l'état des risques et pollutions, l'audit énergétique en cas de DPE, comme on l'a vu, F ou G dans un bien individuel. Donc, c'est vraiment le moment en fait opportun de transmettre tous ces éléments dans le bon de visite. Et comme ça, on peut prouver en fait qu'on a bien délivré ces documents dès la première visite. Donc, nous, vraiment, on conseille de faire signer des bons de visite pour vous protéger et puis vraiment transmettre tous les éléments juridiques essentiels. Je me permets juste de rebondir parce que je vois qu'Étienne effectivement dit que même s'il signe un bon de visite, il peut ne pas être payé. Alors, Comme tu me disais, Roxane, c'est effectivement pas un contrat, mais ça reste quand même un c'est élément de un des preuve éléments pour de preuve. démontrer. Donc, voilà, l'idée, c'est que c'est ce que je disais, c'est pas un élément intangible, mais c'est quand même un élément vraiment de preuve qui est important. Donc, Ouais. le juge pourra attester du fait quand même que la visite a bien été effectuée. Donc après, ça dépend du cas particulier, mais disons que c'est quand même une bonne sécurité pour pouvoir être sûr de recevoir ces honoraires. Ouais. Donc c'est à la fois d'avoir un mandat effectivement qui respecte l'ensemble des clauses, etc. nécessaires, même sur un simple, et d'avoir en plus la preuve du bon de visite. Après, effectivement, si je vois, Étienne, vous dites s'il a signé dans deux agences, en fait, si le bien a déjà été visité précédemment avec une autre Oui, agence, effectivement, là, vous ne seriez pas payé, mais parce que finalement, vous n'avez pas la primeur de la visite. c'est Donc c'est ça, c'est aussi vraiment la l'importance primeur. d'avoir un Oui, bon c'est de vraiment visite, la la primeur de la date. visite. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Très bien. Donc là, ça permet de sécuriser plutôt, effectivement, voilà, on a vu le bien, le vendeur, on sécurise aussi sa vente, etc. Côté acquéreur, effectivement, est-ce qu'il y a des éléments clés à prévoir aussi pour le garantir lui aussi, finalement? Ouais, en fait, pour vraiment éviter un peu les mauvaises surprises et protéger l'acquéreur, une des informations importantes, c'est de bien indiquer la superficie du terrain et également tout ce qui est servitude qui peuvent exister sur le bien. Donc, pour rappel, une servitude, c'est vraiment une contrainte, autrement dit un droit que possède un tiers sur le terrain d'un autre.
Donc, généralement, on parle souvent de la servitude de passage. Et du coup, un voisin peut passer, par exemple, par Mm. le terrain d'un autre pour accéder à son domicile. L'agent immobilier, lui, il a un vrai rôle. Il faut qu'il connaisse bien toutes ces servitudes qui existent et qu'il les indique bien aussi à l'acquéreur. Parce qu'en cas de litige, finalement, l'agent immobilier devra être en preuve, en mesure de démontrer qu'il a fait vraiment le maximum pour informer l'existence de servitude. Donc voilà, donc finalement, ce qu'on vous recommande, nous, c'est de consulter un plan cadastral des biens. Ça permet vraiment de vérifier instantanément s'il y a un empiètement de construction. En cas de doute, on recommande vraiment fortement d'effectuer un bornage par un géomètre. Donc ça, voilà, c'est un petit coût supplémentaire, mais ça va vraiment protéger l'acquéreur, c'est à titre définitif et ça permet vraiment d'éviter les mauvaises surprises. C'est une vraie source de sécurité. Donc ça, vraiment, j'insiste sur le bornage en cas de doute. Très bien. Et du coup, l'acquéreur, on ne fait pas que le garantir, hein. Effectivement, il faut aussi vérifier qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout de la vente et qu'elle va pouvoir être conclue, notamment qu'il ait le bon financement. Et ça, c'est toujours le grand sujet aussi, hein, de comment on suit ça et comment on récupère les bonnes informations sur le financement de l'acquéreur, avec pas mal de sujets autour du TRACFIN en ce moment, il me semble. Ouais. Mm, mm, mm. Tout à fait. Bah, déjà, pour vérifier la solvabilité de l'acquéreur, une première chose à faire, c'est demander vraiment le mode de financement. Euh, Par exemple, dans la jurisprudence, on a déjà on a pu voir un cas dans lequel un agent immobilier n'avait pas effectué les vérifications nécessaires donc sur l'acquéreur. Donc, c'était par exemple un étudiant sans revenu et qui ne contractait pas de prêt. Donc, là, dans ce cas-là où en fait l'agent immobilier n'a pas fait toutes les vérifications, ça engage sa responsabilité. Donc, c'est vraiment important de, déjà avant tout, vérifier quel est le mode de financement, faire une comparaison entre la situation professionnelle, l'âge, le mode de financement. Si il y a un vrai doute, en fait, mieux vaut avertir le vendeur, prévenir que le dossier peut être un peu bancal. Mieux vaut toujours trop vérifier de toute façon. C'est toujours mieux vaut faire plus que pas assez. Et, et dès que l'acquéreur affirme avoir recours à un prêt, le mieux, c'est de demander l'accord de principe de la banque. Et Mhm. s'il n'y a pas de prêt, demander une attestation bancaire pour justifier de la présence de fonds ou bien même un relevé de compte. Alors, à savoir que l'acquéreur n'a aucune obligation de fournir ces documents-là, mais bon, il savait bien que dans un dossier, c'est important pour lui de pouvoir prouver sa solvabilité, surtout dans la période actuelle. Donc, voilà, c'est généralement pas des informations que les acquéreurs refusent de fournir. Mhm. Donc, à la fois prouver la capacité de financement, type si c'est dans les prêts ou autres, mais sinon aussi la source. Euh, Ouais. Oui, oui. Et après, du coup, pour rebondir sur le TRACFIN, mm, c'est important aussi de savoir que l'agent, il a vraiment un devoir de vigilance, à savoir sur tout ce qui est la provenance en fait des fonds d'un acquéreur. Et du coup, en demandant tous ces éléments, il y a la possibilité vraiment de voir s'il y a un doute. Et en fonction de la grille TRACFIN qui a été élaborée dans l'agence, il peut voir s'il y a matière à faire une déclaration auprès des organismes TRACFIN. mm. Et après, je vois qu'effectivement, dans le chat, on nous dit qu'effectivement, ça n'a pas de preuve ou c'est pas assuré. Effectivement, hein, de toute façon, vous n'avez pas de garantie. Puis la banque, tant qu'elle n'a pas fait l'accord de prêt, je dirais, elle peut toujours se rétracter. Enfin, il y a toujours un petit risque. Oui, mais Mais déjà, en fait, j'imagine ça que permet statistiquement, avec soit carrément l'avis d'un courtier, qui est peut-être effectivement d'autant plus fin, ou un accord, ou même une stimulation de la part de la banque, ça permet d'être en tout cas plus En rassurant. fait, c'est ça, c'est pas. Alors, du coup, c'est sûr que Projet, mais qu'il n'y a aucune démarche. ça ne garantit rien, mais ça permet au moins d'avoir plus de chances d'avoir un dossier qui est stable et qui va aller jusqu'au Puis ça bout. démontre aussi la maturité de l'acquéreur. J'imagine finalement, l'acquéreur, s'il a fait sa démarche, ou en tout cas, il comprend qu'il doit faire cette démarche pour démontrer sa capacité d'achat,
Ça démontre qu'il est vraiment dans la volonté d'acheter et qu'il ne va pas se rétracter du jour au lendemain parce que en fait, la banque ne fait pas le financement, quoi. Donc, ça fait aussi partie finalement des étapes. Les acquéreurs, surtout si c'est des primo-acquérants, primo-acquéreurs, pardon, ils n'ont pas l'habitude, en fait. Donc, en tant qu'agent immobilier, il y a aussi ce conseil-là, j'imagine, d'accompagner, de savoir dire voilà le type de documents et d'éléments qu'il faut donner pour rassurer et pour être le dossier et l'acheteur final. Oui, tout à fait. Très clair. Donc là, c'est surtout la solvabilité. Et effectivement, là, on arrive vraiment aux dernières étapes, je dirais, un peu de la vente. Avec, on en parlait effectivement, le délai de rétractation. On vient d'en parler pour ce côté de se dire on ne doit pas revenir en arrière et casser la vente. Quand on en parlait en préparant ce webinaire, je disais, mais finalement, le délai de rétractation, tout le monde est au courant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'agent, effectivement, de le souligner? Et tu me disais que voilà, il y avait quand même des cas assez particuliers. Il y a quand même des modalités à connaître sur le droit de rétractation, notamment le fait que le droit de rétractation, il s'applique seulement dans le cas de figure d'un cas d'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et aux acquéreurs non professionnels. Donc, quand on entend par acquéreur non professionnel, généralement, une personne qui conclut un contrat en dehors de son activité professionnelle. Par exemple, un agent immobilier ou un notaire qui va acheter sa résidence principale ne va pas du tout être considéré dans ce cas-là comme un acquéreur professionnel. Voilà, ça vraiment, c'est vraiment s'il achète pour son activité. Et attention, pour le coup, il y a souvent le cas des SCI. Et des SCI qui ont pour objet social l'acquisition, l'administration, la gestion par location d'un bien. Dans ce cas-là, elles sont considérées comme acquéreurs professionnels et ne bénéficient donc pas du droit de rétractation. Et en fait, ce type de SCI, ça représente 90% des SCI. Donc vraiment, soyez vigilants quand vous avez ce type de clients, de les informer sur le fait qu'ils n'auront pas de droit de rétractation suite à l'avant-contrat. Et deuxième chose, dans le cas où le bien vendu se trouve en copropriété, donc tous les documents allure, donc généralement doivent être remis au plus tard lors de la signature du compromis. Mais si jamais ces documents sont délivrés après la signature, le délai de rétractation ne débute qu'à partir du lendemain de la réception de tous les documents. Donc attention, du coup, le délai de rétractation peut être allongé si tous les documents ne sont pas fournis à la signature. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose à repréciser pour bien comprendre un peu tout ce droit de rétractation qui est de 10 jours normalement après le lendemain de la signature de l'avant-contrat. Très bien. Et donc tout ça, effectivement, ces 9 premières règles, en tout cas, permettaient justement d'obtenir toutes les bonnes informations, de vérifier les éléments clés pour sécuriser votre vente et puis plus globalement aussi pour vraiment répondre aux enjeux juridiques qui incombent effectivement aux professionnels de l'immobilier. Et puis le dernier point, c'est souvent quand même, tout ça, c'est aussi pour assurer fortement la perception des honoraires. Vous ne travaillez pas bénévolement, même si on fait un très beau métier. C'est normal d'être payé pour celui-là. Donc, il y a quelques éléments clés, effectivement, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument ou à quoi il faut faire attention peut-être pour qu'il n'y ait pas de... Ce à quoi il faut faire attention, c'est déjà que déjà bien indiquer le montant des honoraires. Il peut être indiqué en montant fixe, en pourcentage. Il doit être calculé sur le prix de vente et il doit être indiqué dès le mandat. Enfin, même en soi, dès l'annonce, il doit être présent. Mais à partir du mandat, normalement, les honoraires ne sont pas censés bouger, par exemple, changer, faire un basculement en fait, de la charge des honoraires. Toutefois, si ça c'est nécessaire, on peut faire un avenant au mandat si les parties sont d'accord pour faire basculer les honoraires d'une personne à l'autre. C'est possible, mais il faut vraiment bien faire un avenant au mandat. Et dans l'idéal, il faut que cet avenant soit signé avant l'avant-contrat. Et dans le cas d'une erreur d'honoraire, donc si c'est en faveur du client, étant donné que maintenant la fixation des honoraires est libre, ça va être difficile de réclamer un surplus, alors que dans le cas inverse, si finalement les honoraires
présentés aux clients sont supérieurs au barème, le mandant pourra se défendre en invoquant une pratique commerciale déloyale et faire annuler le mandat. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention au moment de fixer les honoraires et en cas de basculement de vraiment le formaliser via l'avenant au mandat. Et à savoir que ce basculement d'honoraires, il faut quand même qu'il reste exceptionnel. En cas d'agissement répété, l'agence peut être quand même condamnée pour publicité mensongère. Donc voilà, c'est encore un élément auquel il faut faire bien attention pour bien pouvoir recevoir ces honoraires en temps et en heure. Poser à chaque fois. C'est vraiment, en fait, à la demande finalement de l'acquéreur de vendeur, ça peut être fait, c'est ça. Mais c'est vraiment pas une pratique à proposer de soi-même, je dirais, parce que sinon on peut avoir enfin, ça peut être trop répété en fait. Tout à fait. Donc voilà un petit peu pour les 10 règles qui sont vraiment, on va dire, un peu des socles donc, que vous connaissez déjà, que vous voyez au quotidien. L'idée avec My Notary, c'est aussi d'avoir ce système un peu d'alerte qui vous permet, en cas d'oubli d'une règle et de situation un peu particulière, de ne pas avoir la possibilité de faire d'oubli, d'erreur et que en fonction des réponses, les bonnes clauses s'indiquent vraiment sur le contrat, que ce soit un mandat, un avenant, un compromis, voilà, tous les contrats en fonction de la situation juridique. Et puis en cas de doute quand même, on a toutes nos équipes juridiques qui sont présentes pour répondre à toutes les questions. Super. Eh ben, merci à tous. Effectivement, on s'était donné une demi-heure, donc je vois il est déjà 11h36. On va du coup vous libérer. N'hésitez pas si vous avez les moindres questions. Vous avez nos contacts. Je pense qu'on va vous mettre aussi là pour les demandes de démo ou si vous avez quoi que ce soit que vous voulez nous demander. Merci pour ces échanges. Merci aussi pour les échanges et même les échanges que vous avez fait en direct entre vous. C'était super sympa de voir aussi comme ça ces retours terrain parce qu'effectivement, ça reste des bonnes pratiques. Et clairement, j'entends qu'en fonction des conjectures, etc., c'est un petit peu complexe. Et que surtout, là, c'était les règles du jeu, je dirais, de qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Et après, tout est dans la manière de le demander. Et donc ça, c'est votre touche à vous, votre rôle à vous, tout votre travail sur l'aspect plus relationnel, de savoir demander les bons éléments, vérifier des choses et le faire d'une certaine manière pour que ça soit bien accepté de la part du vendeur ou de l'acquéreur, bien compris en fait, de la part du vendeur et de l'acquéreur, et que du coup, ce ne soit pas un sujet de devoir donner, par exemple, d'où vient mon financement, pourquoi, est-ce que tous les vendeurs sont bien sur le mandat, enfin, tous ces points-là, c'est après toute votre touche à vous, je dirais encore une fois, pour obtenir ces éléments et vous assurer du coup que votre vente est bien sécurisée. On vous a préparé une petite fiche un peu pratique, récapitulative de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, on vous l'envoie là tout de suite. Je vous l'ai envoyé déjà dans le chat. Alors, il y a quelques petites questions. Enfin, ça prend vraiment 15 secondes pour que vous puissiez nous faire vos retours sur le webinaire, qu'on puisse éventuellement s'améliorer ou voir pour les prochains webinaires. Et puis, à la fin, vous pouvez télécharger votre fiche pratique. Donc, on vous envoie ça et on va vous envoyer tous les... alors, si vous souhaitez avoir les contacts de My Notary. Tac, voilà. Et on peut le mettre aussi pour My Notary. Je sais que vous avez un petit lien de demande de démo, il me semble. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter et puis à continuer à discuter juridique parce que finalement, ça reste un sujet passionnant. Je vous remets le petit lien juste. Voilà, super. Vous avez tout. Tac. Voilà, en tout cas, merci. Vous étiez bien nombreux à être présents. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et en tout cas, c'était très intéressant d'avoir autant de retours sur le chat, d'échanges sur le terrain, parce qu'au final, c'est vous qui êtes au quotidien, au contact des clients. Donc, c'est le plus important. Et voilà, on espère que ça vous aura été utile. À très bientôt. Bonne journée tout le monde et puis bonne vente. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.